Notre association a été créée en 1956 par M. Jancel. Il a été fait prisonnier de guerre et il a partagé sa cellule avec un proxénète et c'est là qu'il a eu la révélation de cette activité. C'est pourquoi après il a créé cette association. Également sous son impulsion, comme il était parlementaire, il a été à l'initiatrice de la loi fondamentale pour la lutte contre le proxénétisme en avril 1975, ce qui fait que nous pouvons, en tant qu'association, en tant que personne morale, se constituer partie civile contre les proxénètes. C'est pour cela que nous pouvons, notre fonction se divise en deux parties. Nous constituons partie civile, comme je viens de vous dire, contre les proxénètes quand ils sont démantelés. Nous sommes prévenus soit par la BRP, la Brigade de répression du proxénétisme, soit par le palais de justice, soit par les médias. Et donc parce que toutes les victimes, nous appelons victimes les prostituées, ont peur de se constituer partie civile, elles craignent pour leur vie, elles craignent pour la vie de leur famille, etc. Et également, nous accueillons ces victimes qui désirent quitter la prostitution pour les accompagner, les écouter et essayer de les réinsérer dans la vie sociale, ce qui n'est pas facile. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que ça nous demande quand même beaucoup, pour arriver au sujet de ce soir, ça nous demande beaucoup d'investissement et beaucoup de moyens. Donc on a beau essayer de faire un maximum, parce que toutes ces personnes ont besoin d'aide. Nos avocats, nous avons une vingtaine d'avocats bénévoles. Je dis bénévoles, mais on participe quand même à 500 € hors taxe pour leurs frais de papier, parce que vous savez que les avocats, devant les tribunaux, il faut beaucoup de papier, etc. J'appelle ça du bénévolat. Donc en 2012, nous avons eu 48 nouveaux dossiers que vous multipliez par 598. Les victimes qui viennent vers nous, elles n'ont pas toutes les mêmes besoins. Il y a des personnes dont on les accompagne auprès de la BRP lorsqu'elles déposent une plainte, mais elles ont besoin de nourriture rapidement. Pour les mamans, parce qu'il y a des mamans qui sont filles mères, qui arrivent, il faut leur acheter un lit pour le bébé, parce qu'il n'y a pas de lit, le lait, etc. En attendant qu'elles soient prises en charge différemment. Ce qui fait que nous n'avons vraiment pas le temps de faire autre chose que de les accompagner. Voilà. Mais du coup, comment vous financez toutes ces actions, en fait, l'accompagnement, Alors notre financement, nous nous battons pour ce nous avons des subventions, pas d'État, puisque en 2012 nous avons eu 0 €. Cette année, par la TDCS, nous avons eu royalement 3 466 €. Mais nous avons la famille Sel qui nous donne, la fondation Sel nous donne depuis 2 années de suite 20 000 €. Et puis nous avons des adhérents et des donateurs. Voilà. Et ce qui fait, c'est pour ça que nous ne fonctionnons qu'avec des bénévoles. Parce que nous n'avons pas les moyens, malheureusement, parce que j'aimerais bien pouvoir embaucher, enfin j'y dis parce que je suis la présidente, nous aimerions bien pouvoir embaucher un salarié, mais à l'heure actuelle, je ne vois pas beaucoup comment. Et du coup, vous avez pensé à développer des prestations de services ou pas ? Mais c'est ce que je vous disais, je ne vois pas ce que nous, on pourrait faire comme prestation de service, parce que nos victimes, je ne vois pas comment je pourrais les marchander. Et puis en plus, j'ai pas beaucoup de temps, enfin nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire du commerce, parce que le commerce, pour que ce soit rentable, ça demande beaucoup d'investissement. Et ensuite, il faut quand même que ça rentre dans vos statuts, dans l'objet. Et si après on fait vraiment beaucoup de commerce, je laisserai la parole aux spécialistes pour cela, nous serons soumis à la TVA et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un travail, on n'a déjà pas le temps pour faire tout ce que nous faisons là. On le fait du mieux possible et ça nous prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et d'ailleurs, s'il y a des bénévoles dans la salle, ils sont les bienvenus. Merci. Et du coup, pour vous, est-ce que la vente, elle a sa place dans les associations ? Comment vous... Est-ce que la vente, elle a sa place dans les associations ? Comment vous voyez ça ? Ça dépend peut-être des associations, mais des associations comme la nôtre, je ne vois pas comment on pourrait faire une vente. Je me répète un peu, parce que je vais vous dire, nous avons la fondation, nous sommes de la même famille que la fondation Sel, qui eux, c'est la mémoire internationale de tout ce qui touche la traite des êtres humains. Ils font des livres, c'est la 3e année consécutive qu'ils font le rapport moral.
concernant tout ce qui concerne la traite des êtres humains internationale, personne n'achète ça. Personne n'achète, donc on le donne. On va partout, on distribue, on est allé à Bruxelles parce qu'on fait partie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de l'abolition 2012. On se déplace pour essayer, ils le donnent, ils le mettent en ligne, etc. Les gens s'intéressent, mais il n'y a que des spécialistes qui sont intéressés. Vous avez les jeunes étudiants de recherche, etc. Ils viennent consulter. Des hommes d'État qui se sont penchés, comme je viens de vous dire tout à l'heure, auprès de la difficulté des femmes, parce que lorsqu'elles témoignent contre leur proxénète, elles n'ont aucune protection. Donc tout ça, tous ces hommes de loi, tout ça, ils les regardent, ça les intéresse, mais comment voulez-vous qu'on vende? Nous, je ne vois pas ce qu'on peut vendre comme produit, je vous dis, sinon ça vous considérez comme des proxénètes, ça serait c'est plus une question. C'est plus une question de pouvoir le faire, donc vous ne pouvez pas le faire, mais du coup, vous ne pouvez même pas faire participer, par exemple, les personnes qui sont donc prostituées, à leurs frais dans l'accompagnement. Non, pas les exploiter, mais du jour à titre honorifique, les faire participer à tant soit peu financièrement au service que vous leur proposez. Et ce sont des femmes qui n'ont pas un centime, c'est elles qui viennent nous chercher de l'argent parce qu'elles n'ont rien. Et comme on essaye de les pousser pour pas qu'elles touchent le RSA, pour pas qu'elles s'installent dans l'assistanat, donc si elles ont un sou, c'est certainement pas pour nous aider. Si, à l'heure actuelle, j'ai 2 personnes que le procès, il y en a une, le procès est terminé parce qu'elles sont constituées partie civile elles-mêmes. Elles ont obtenu, il y en a une qui a obtenu 12 000 euros et l'autre 20 000. Celle qui a obtenu 12 000 euros, elle m'a dit, vous savez, Mme Carly, je partagerai avec vous, soyez sûrs, etc. Mais elle n'a pas de travail, puisque je lui dis, écoutez, il faut déjà que vous puissiez vous installer. Et l'autre, elle a un bébé. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait nous donner. Et en dehors de ça, en dehors du débat, vous disiez justement que pour vous, les associations, ça avait un rôle de relais du service public. Pour vous, c'est... Voilà, parce que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'avais noté là. Je disais que l'État nous laisse gentiment compléter ce qu'eux ne peuvent pas faire, parce que tout ce que nous faisons là, normalement, ça devrait être fait par le gouvernement. Venir au secours, à l'aide de ces personnes en difficulté. Donc ils nous transmettent très volontiers leur travail, mais pas beaucoup les finances. Donc c'est vrai qu'il y a la crise, ça je veux bien en convenir, mais bon, s'ils veulent qu'on fasse le travail, il faudrait peut-être aussi qu'ils puissent nous aider, transmettre aussi la possibilité financière de pouvoir les aider. Ce que vous nous dites en fait, c'est qu'à partir du moment où une association poursuit un but social, il faut qu'elle soit aidée financièrement par l'État ou par les collectivités. Et qu'elles n'ont pas, leur rôle n'est pas de développer des prestations de services. Non, oui, parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait faire nous comme prestation de service. Je vous dis, déjà, on n'a pas le temps de faire le travail pour lequel nous nous sommes assignés, que nous avons choisi, parce que si nous sommes là, c'est parce que c'est un combat qui nous convient totalement, qui nous parle. Et je vous assure, moi je suis rentrée à cette association aussi 3 ans, parce que j'ai une amie qui était la présidente alors, qui m'avait dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes m'aider, mais j'ai dit, j'ai pas le temps. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pas dire là. J'ai commencé à être au conseil d'administration, et fin 2010, donc je suis rentrée au conseil d'administration en octobre 2010, et en décembre 2010, elle avait le cancer des os. Donc elle m'a dit, écoute, vraiment, je te passe les rênes, parce qu'avec toi j'ai confiance. Et j'ai mis le petit doigt, et maintenant je suis totalement avalée par cette cause. Parce qu'on ne peut pas être insensible quand on les voit. Parce que vu de loin, on a toujours des stéréotypes en disant si elles se prostituent, c'est parce qu'elles le veulent bien, c'est parce que ça leur plaît, parce que c'est un argent gagné facile. Enfin, il y a des tas de choses comme ça, mais une fois qu'on est dedans, c'est pas du tout la même musique. Et du coup, en dehors de votre association, parce que vous, c'est un peu compliqué, du coup, si je reprends ce que vous disiez, de vendre des services à votre clientèle, entre guillemets. Est-ce que, de ce que vous me dites, est-ce que d'après vous, une association, du coup, doit plutôt se laisser mourir et pas vendre de services, juste pour garder le côté gratuit? Non, c'est pas gratuit d'abord, parce que vous savez, le travail, lorsque je disais tout à l'heure, pour avoir 3 466 € de la DDCS,
Et je leur ai dit, j'ai l'impression de me prostituer, parce qu'on a recommencé 4 fois notre demande de subvention. Alors je peux vous dire que c'est pas facile. Et d'aller pleurer toujours, quémander, c'est pas facile du tout. Alors parce qu'on ne veut pas se laisser mourir, parce que si nous on meurt, c'est pas nous, nous on s'en fiche, on a autre chose. Si nous on meurt, on laisse tout un tas de personnes sur le trottoir, et ça c'est pas vraiment notre but. Donc on ne se laisse pas vivre du tout, madame, je suis désolée, on se bat. D'accord. Et c'est pas facile du tout. Merci beaucoup. Je tourne donc vers la salle pour savoir donc s'il y a des réactions par rapport à l'intervention de madame. Oui, je vois, il y a des mains qui se lèvent. Madame, pour commencer. Alors, attendez, on va vous donner un micro, comme ça vous pourrez réagir. Je trouve que c'est un peu équivoque comme intitulé, parce que, en fin de compte, il s'agit d'autofinancement, donc de palliatif ou de substitution au subventionnement d'État. La loi, les structures sont sous l'égide du statut 1901, donc sans bénéfice. Et donc on bascule comme ça, avec le retrait des subventionnements d'État, on bascule vers un espèce de secteur marchand qui dit pas son nom. Voilà. Et on demande aux structures de solliciter des fondations ou de s'autofinancer et d'aller vers le secteur marchand. Je trouve que c'est quand même contradictoire comme démarche. Donc, un retrait des financements, donc vous êtes obligé de trouver d'autres financements, donc les prestations de services ou même le financement privé. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ça? Comme le dit madame, faut avoir du temps, parce que ça nécessite du développement, donc du développement économique, il faut avoir du temps. Pour ça, il faut des salariés attitrés, donc il faut employer. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir à ça? Monsieur. Monsieur au fond, il est là. Monsieur. Alors, attendez, on va commencer par monsieur tout au fond. Vous voulez réagir par rapport à ce qu'a dit madame ou par rapport à l'intervention? J'ai une question. Il y a combien de membres dans votre association? Et il y a combien de membres en fait? Oui, actifs ou je sais pas. Nous avons 10 bénévoles permanents, c'est-à-dire nous avons 3 psychologues bénévoles, nous avons un médecin, et nous avons 2 comptables bénévoles, et nous avons également 2 assistantes sociales, enfin 2 écoutes bénévoles, moi qui suis souvent là, et nous avons je dis une vingtaine parce que les avocats ce ne sont pas toujours, il y en a un par exemple qui est parti à New York pour une année, et j'ai toujours une vingtaine d'avocats qui sont pour notre cause. Parce que je ne veux pas prendre, et nous avons 250 adhérents. C'est ça le débat. Je voulais tout de vous donner la panelle. Merci pour ces informations complémentaires. Monsieur, vous voulez réagir par rapport à ce que madame disait? C'est par rapport à ce que vous disiez. Avec le micro, c'est mieux. Par rapport aux associations à but non lucratif, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des bénéfices. Oui, alors attendez, laisse parler monsieur. Attendez, madame, excusez-moi, on laisse parler monsieur. Excusez-moi. Je suis d'accord, c'est juste que c'est une association à but non lucratif, donc les membres du bureau ne sont pas payés, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous faites des bénéfices, à un certain niveau de bénéfice, oui, vous serez imposable. Ça, c'est normal. Mais ça vous empêche. Vous pouvez faire des bénéfices, vous pouvez vendre des prestations, faire des bénéfices, utiliser les bénéfices pour produire d'autres prestations, d'autres choses, avec d'autres associations. Je le fais, hein. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'on vend son âme au diable si on fait des prestations, si on vend des prestations? Est-ce qu'on perd le côté humain de l'association lorsqu'on vend des prestations? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Bonsoir, je travaille dans le même bâtiment de Madame Carly. Effectivement, mon association est partenaire de l'EACP. Et nous, c'est plutôt contre la prostitution des enfants. Effectivement, nous avons fait une vente de Playmobil, mais parce que nous avons eu la chance d'avoir Playmobil et qui nous a donné des Playmobil à vendre. Et voilà, et finalement, on a récupéré 900 € qu'on a envoyé. 900. Oui, mais est-ce que vous recevez les enfants? Pardon? Est-ce que vous recevez Non, c'est une situation totalement différente. Voilà. Non, absolument. C'est 900 €, c'est beaucoup. Voilà. Pour nous, on les a envoyés au Maroc, mais c'est totalement différent. Bien sûr, oui, absolument. Donc du coup, est-ce que vous, monsieur derrière, merci en tout cas pour l'intervention, mais donc vous avez vendu des prestations? Excusez-moi, non, mais c'était pour dire quand même, donc nous avons un pôle, nous faisons de la communication, nous avons aussi un pôle juridique, nous ne sommes pas une association de terrain, mais nous avons
vendu des choses, effectivement. Nous avons gagné de l'argent et nous sommes restés nous-mêmes. Oui, donc pour vous, le fait de vendre, ça n'empêche pas du tout de continuer à avoir son objet social. Vous n'avez pas perdu votre côté, Emma. Ça n'a pas l'air. Monsieur derrière, vous voulez réagir? Oui, je voulais demander à Madame Carly, d'une part, si elle avait eu dans le passé des subventions d'État, c'est-à-dire que ces subventions existaient et elles ont disparu. C'est même une situation qu'il faut souligner. Et le deuxième point, c'est de savoir si elle s'était adressée aux collectivités locales, par exemple la ville de Paris, pour avoir des subventions de fonctionnement. Oui, nous avions avant des subventions de la ville de Paris et nous avions des subventions de la DDCS de 40 000 €. Et l'année dernière, nous n'en avons pas eu puisque nous n'avions pas d'argent. La condition était d'avoir un salarié social. C'était prévu dans les contrats qu'avait signé l'ancienne présidente. Et moi, en 2011, quand je suis arrivée, on n'avait pas d'argent. Et donc, l'assistante sociale est partie, elle a trouvé du travail à la DAS. Donc, on s'est séparés en bons termes. Et donc, s'abritant derrière ce fait, ils ont dit, donc, on ne vous donne pas d'argent. Et cette année, ils m'ont dit, écoutez, madame, redemandez-nous 10 000 €, on va voir. Et je vous dis, pour moi, c'était me prostituer, je suis désolée. Hein. J'ai dû appeler 10 fois, recommencer 5 fois la demande, parce qu'il fallait se coller à les 10 000, après il fallait se coller aux 3 466 € qu'elle me donnait gentiment. Alors si ça avait été que pour moi, j'aurais dit, non merci. Mais c'est pas pour moi, donc je l'ai fait. Voilà. Vous avez fait déjà des subventions, donc des demandes de subventions auprès de la ville de Paris. Merci pour ces informations, merci pour les retours. On va passer au témoignage suivant. Je tourne vers Leila Merceau. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et les activités que vous faites? Bonsoir. L'association Parole Voyageuse a été créée en 2006. L'objet de l'association, c'est de favoriser l'accès à la formation linguistique aux personnes en difficulté de langage. Donc on a commencé, d'abord on a été hébergé par la pépinière Matisse, qui a été une grande aide pour nous. On a commencé par faire des demandes de subventions pour proposer des formations gratuites pour les habitants du 19e arrondissement, qui est un quartier politique, parce qu'on est situé dans un quartier politique de la ville. Donc on a fait des demandes de subventions pour pouvoir proposer des formations gratuites. Et puis on s'est rapproché de l'équipe de développement local avec laquelle on travaillait sur des projets communs. Et en 2008-2009, en fait, l'équipe de développement local nous a mis en contact avec l'UCPA qui cherchait une petite association de quartier pour former ses salariés, faire de la remise à niveau en français. Et donc on a commencé à faire nos premières prestations comme ça en fait. On n'a pas spécialement recherché des clients entre guillemets. C'est l'équipe de développement local qui nous a mis en relation avec l'UCPA. Et ensuite, elle nous a mis en relation avec la régie de quartier. Là, on a reçu des subventions de la part du département de Paris pour pouvoir assurer une formation linguistique aux salariés de la régie. Et en fait, de fil en aiguille, on a eu plusieurs entreprises qui sont venues vers nous pour nous demander de la formation linguistique. On n'a fait aucune publicité, c'était soit du bouche à oreille, c'était beaucoup de l'ancrage territorial, parce que dans le 19e, il y a des entreprises d'insertion par l'activité économique. Et du coup, voilà, on a eu tout un réseau comme ça, et on a développé des prestations de services de cette façon-là. Et en parallèle, on continue à demander des subventions pour pouvoir proposer des formations gratuites, toujours aux habitants du 19e. Et quand on faisait donc un peu de bénéfices sur nos prestations de services, on les reversait pour proposer des actions gratuites, soit pour compléter les subventions, soit pour proposer des actions gratuites qui n'avaient pas été subventionnées. Voilà, donc du coup, on a une part d'autofinancement qui est assez importante, qui représente, sur l'année 2012 en tout cas, ça représentait 80% de notre activité, et le reste en subvention. Cette année, ça a un peu changé, on a un peu plus de subventions,
parce qu'on développe un autre projet sur un pôle sourdité. Donc en fait, j'ai été peut-être un peu vite, mais j'ai pas présenté vraiment l'association. En fait, on a 4 pôles du coup. On a un pôle entreprise où on propose des formations de français pour les salariés généralement peu qualifiés. On a un pôle sourdité où on propose des formations linguistiques pour les personnes sourdes. Et là, aujourd'hui, on est sur un nouveau projet qui serait complètement, entièrement financé pour accompagner les étudiants sourds dans leurs études. On a un 3e pôle qui est la formation de formateurs, la formation de bénévoles, beaucoup pour l'enseignement du français, parce que c'est très important l'action des bénévoles dans ce domaine-là, parce qu'il y a énormément de demandes et pas assez d'offres. Et donc l'idée de former les bénévoles pour proposer un enseignement de qualité. Et le dernier pôle, c'est le pôle qu'on appelle sociolinguistique, où on va proposer des actions gratuites pour les habitants du 19e. Donc comme je vous le disais, soit subventionnées, mais de toute façon les subventions qu'on reçoit elles sont toutes petites, donc on les complète avec les petits bénéfices qu'on peut avoir. Voilà. Merci. Mais du coup pour vous, les ventes c'est indispensable d'après vous pour une association, enfin pour vous du moins, ça n'enlève pas du tout ce qu'on disait tout à l'heure, l'objet social de votre association. Comment vous voyez ça? Nous c'est particulier parce que comme on a un organisme de formation, en fait toutes les personnes qui suivent nos cours ne payent pas, aucune personne ne paye. C'est les entreprises qui payent pour leurs salariés. Donc à partir de ce moment-là, nous, on respecte l'idée qu'on a de favoriser l'accès à la formation linguistique et on a un travail auprès des employeurs de sensibilisation. Et apprendre le français en milieu professionnel, ça donne plus de résultats que suivre un cours de français 2 heures par semaine, par-ci, par-là. Donc c'est vraiment une action importante auprès des employeurs de ces personnes-là. Donc en fait, personne ne paye. Donc c'est vrai que quand on a un organisme de formation, c'est plus facile, ça s'y prête plus. Et je pense que ça dépend vraiment, finalement, de l'objet de l'association. Et c'est vrai que je vois vraiment pas comment on pourrait développer des prestations de services pour l'autre association, c'est beaucoup plus difficile. Alors que pour un organisme de formation, c'est plus facile. Mais si vous deviez du coup développer, on prendra des réactions après, si vous deviez du coup développer des prestations que vos clients devraient vraiment payer, vous feriez sans... Nos clients, c'est les entreprises. Et si vous aviez d'autres clients, imaginons... Mais il y a des associations qui proposent des formations linguistiques pour les étrangers, par exemple, à un prix, tout petit prix, par exemple 3 ou 5 euros de l'heure. Donc c'est pas de la concurrence vis-à-vis des entreprises, loin de là. Ça leur permet de continuer un petit peu à vivre. Nous, on ne le fait pas. Parce qu'on a eu finalement la chance, je ne sais pas si c'est une chance vraiment, mais en tout cas, on a eu des clients, et nos clients, ce sont les entreprises. Donc ça nous permet de développer des actions gratuites par ailleurs. Donc on profite de ce bénéfice pour proposer des choses gratuites. Mais du coup, parce que oui, au début, vous auriez pu continuer à demander des subventions pour pouvoir mettre en place ces actions de formation. Alors pourquoi ça aurait pu être une activité juste exceptionnelle, cette activité vous avez vendu une prestation de service? Pourquoi vous n'avez pas ensuite revenu à juste demander des subventions? On a toujours les deux, on n'a jamais... Alors pourquoi vous avez développé la partie prestation de service? On n'a pas spécialement développé, c'est les entreprises qui sont venues vers nous. Nous, on n'a jamais fait aucune publicité, on n'a fait aucune prospection. Donc, je retourne ma question. Alors, si demain il n'y avait plus le bouche à oreille ne fonctionnait plus, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous continuerez à faire des prestations de service, ou est-ce que vous retourneriez sur les demandes de subventions? Pour moi, les deux vont ensemble en fait. En tout cas, quand on est une association, l'idée c'est de continuer à avoir de l'autofinancement pour pouvoir être autonome et pour pouvoir en plus reverser après le peu de gras qu'on peut faire, à pouvoir le reverser pour des actions. Donc pour vous aujourd'hui c'est essentiel quoi? Pour moi oui, parce qu'en plus je veux dire souvent en plus il y a des demandes de subventions où typiquement là on a répondu à un appel à projet et
il est important d'avoir une part d'autofinancement, sinon on n'a pas la subvention. Donc de toute façon, voilà, ça ouvre les champs du possible. Je ne pense pas que ça les ferme, au contraire, et ça permet en plus de proposer des salaires et des contrats de travail du droit commun, pas forcément des contrats aidés, et de pouvoir vraiment proposer des... Voilà, oui, ça peut entraîner du coup le fait d'avoir des financements externes. Là, on a des salariés. Voilà, l'idée, c'est du coup, si on a ça, de pouvoir proposer, de faire les choses bien, de pouvoir proposer quelque chose de... On me souffle à l'oreille que vous êtes une entreprise. Est-ce que vous vous considérez comme une entreprise? Non, on n'est pas une entreprise puisqu'on fait des demandes de subventions et que si on était une entreprise, on ne pourrait pas le faire. Mais alors, au-delà des demandes de subventions, est-ce que dans la philosophie, vous êtes une entreprise? Le fait de vendre des prestations, est-ce que vous considérez comme entreprise? Même si les usagers ne payent pas, les clients ne payent pas. Est-ce que c'est plutôt la vente qui... Est-ce que vous avez un projet associatif? Donc est-ce que de par la vente de prestations, est-ce que vous oubliez un peu le projet associatif non, parce que si on était une simple entreprise, il y a plein de pôles, il y a 2 pôles déjà qui disparaîtraient complètement. Donc du coup, ce serait pas la même chose. À ce moment-là, je montrerais une scope et je ferais que de la prestation de service. Mais on a une valeur associative. Après, on ne veut pas être complètement dépendant des financements publics ou des possibles appels à projets ou subventions. Et on préfère avoir une partie d'autofinancement pour être autonome, ce qui ne nous empêche pas d'essayer à côté de développer des actions gratuites. Où on prend, et de toute façon on garde la philosophie. Après, je pense qu'on peut être une entreprise et avoir une bonne philosophie aussi. Enfin, il ne faut pas diaboliser les entreprises et dire que il y a l'idée de bénéfice. Non, on n'a pas le bénéfice. Tous les bénéfices sont reversés dans les actions gratuites où de toute façon tout part dans les salaires. Tout ce qu'on peut gagner part dans les salaires. On n'a même pas de locaux. Donc on fonctionne vraiment sur... on n'a pas des gros chiffres, on ne peut pas... Merci en tout cas pour cette intervention. Vous n'êtes pas multinationale quand même? Non, pas encore. J'ai vu qu'il y avait plein de doigts qui se levaient dans la salle. Madame, mesdames, monsieur. Je voulais simplement savoir si vos bénévoles ou vos salariés étaient des professionnels reconnus, diplômés, oui, sont tous professeurs. Oui, ils ont tous un Master 2. Voilà. Ils sont salariés ou bénévoles? Ils sont salariés. On a très peu de bénévoles parce que quand on fait des demandes de subventions, c'est en général les salariés qui participent aussi à ces formations-là. Par contre, on fait de la formation de bénévoles et on peut avoir des bénévoles qui ont envie d'essayer. Parce que parfois dans nos formations de bénévoles, on a des personnes qui n'ont jamais fait de bénévolat, donc ça peut nous arriver aussi de venir les faire participer en observation ou on les encadre pour qu'ils fassent un premier cours de français à la suite. Comme le CEFIL ou... Voilà, on travaille avec le CEFIL d'ailleurs. C'est la même... c'est les mêmes associations dans l'idée et en plus, c'est vrai qu'on a des excellents très similaires avec le CEFIL. Merci. Il y avait des mains levées. Il y a plein de mains. On va essayer de prendre le plus possible de mains. Oui, moi j'avais plus une remarque, question par rapport à ce qu'on avait demandé tout à l'heure, si vous êtes une entreprise, parce que c'est vrai que votre exemple, ça montre bien finalement la limite aussi du statut associatif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois on permet et on encourage de faire des prestations de services, c'est très bien. Mais il faut savoir que lorsqu'on est dans ce champ-là, on est quand même concurrent des entreprises qui, elles payent plein d'impôts. Et donc, du coup, vous pouvez offrir certainement des services moins chers qu'une autre entreprise. Donc, est-ce que le statut tout simplement d'une association n'est pas... Je ne sais pas, il est expiré. Est-ce qu'il ne faut pas, en fait, trouver un mi-chemin entre les deux? Parce que moi, je me pose aussi Moi, je suis ici de la part d'une association, mais je me pose à la place d'une entreprise qui doit déclarer, je ne sais pas, payer beaucoup plus d'impôts sur les revenus, etc. Et c'est vrai que la forme juridique de l'association, elle est plus convenable parce que finalement, on a des avantages que les entreprises n'ont pas. Alors, il y a une forme juridique pour vous qui est obsolète pour aujourd'hui, donc qui doit trouver un entre-deux. Est-ce qu'il y a des gens à ça qui veulent réagir à
à cette réaction. Monsieur au fond. Et monsieur à droite après. Moi j'avais un peu la même réaction que la dame, parce que, sans vouloir être méchant, je pense que l'objectif il est très louable, c'est-à-dire d'apprendre le français aux gens qui travaillent dans les entreprises, mais j'ai l'impression que, sans vouloir vous vexer, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes les idiots utiles des entreprises en fait. Parce qu'en fait, c'est vous donner des prestations moins chères en fait. Et je suis totalement d'accord avec le... Enfin, c'est pas contre vous, c'est pas contre... c'est juste que j'ai l'impression qu'en fait, ça sert les entreprises qui paient moins cher des prestations qu'on va faire bénévolement. Voilà, parce que là, je regarde, par rapport à ce que vous dites, vous avez très peu de bénévoles en fait. Donc si on aimait vraiment le français, on voulait se battre pour la langue française, j'imagine qu'on le ferait gratuitement. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment... pour quelqu'un qui défendrait le français et qui voudrait l'apprendre à des étrangers, moi je pense qu'il le ferait bénévolement. C'est un métier, hein, monsieur. Après, on travaille avec le secteur de l'insertion par l'activité économique. C'est souvent des régies de quartier, des chantiers d'insertion qui n'ont pas les moyens de payer le même prix que des entreprises. Je pense que les tarifs qu'on pratique sont très très loin de ceux des entreprises, et ce qui nous permet de nous adresser au secteur de l'IAE justement. Et justement, dans la deuxième partie, on fera le lien avec les impôts. Parce que les impôts, c'est aussi une question, et effectivement, le problème, je trouve, du statut associatif aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de chercher des subventions, il n'y en a pas forcément beaucoup, donc on nous dit tournez-vous vers l'autofinancement. Quand on se tourne vers l'autofinancement, se pose la question de la fiscalité. Donc finalement, c'est vrai qu'on est entre les deux. Donc soit on prend un parti, soit l'autre. Le statut associatif permet de faire encore les deux aujourd'hui. La dernière partie de la soirée sera consacrée sur la partie fiscalité, ce que les associations peuvent faire. Donc toutes les questions que vous avez sur cette partie-là, on vous les garder pour plus tard. On va continuer sur les réactions par rapport à l'activité de parole voyageuse. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains dans la salle qui se levaient. J'aurais aimé savoir, étant donné que vous êtes à 80%, l'objet, franchement, il est louable, l'état d'esprit, il est bien. Bon, non mais c'est pas pour... c'est vraiment bien. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est que vous dites que les prestations d'entreprise, elles font 80% de votre budget. Ça veut dire que si vous n'aviez pas accès à ça, vous ne pourriez pas tenir. On ne serait pas salarié. Voilà. Ouais, tout à fait. Et votre idée... Mais j'ai travaillé, et je travaille encore bénévolement pour l'association très souvent en fait. Oui, j'en doute pas. Mais oui, c'est ce qui permet d'être... 80%, ce que je veux dire en fait, c'est que 80% en société, rares sont les structures associatives qui peuvent se permettre de 80%, de couvrir 80% de prestations, au vrai sens du terme, au niveau des sociétés. Ça déjà, c'est énorme. Ça veut dire que, étant donné que votre objet social est un centre de formation, c'est assez particulier. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a déjà encore organisme de formation. Voilà. C'est vrai que c'est particulier. C'est un cas parmi 1000. Ça, c'est le premier cas. Et la deuxième chose, c'est que le problème du statut associatif, c'est là, avec le principe d'autofinancement, comment je pourrais dire, on arrive à un espèce de... comment je pourrais dire ça, oui, c'est une contradiction, mais modèle économique. Voilà. Ça veut dire que dans la situation dans laquelle les structures elles se trouvent, ça interroge le modèle. Et en fin de compte, ça interroge le modèle de chaque association en termes de basculement, en termes de recherche de modèles économiques. Alors que certaines structures ne veulent pas, volontairement, elles ne veulent pas aller dans le secteur marchand. Et voilà, c'est une idée comme ça. Et moi, je crains par la suite, à long terme, parce qu'il y a une complexité terrible au niveau des dossiers de subvention, c'est une façon d'éluder et de faire un retrait du financement d'État. C'est dommage. Et le seul recours, ça va être soit aller dans le secteur marchand ou solliciter les fondations. Et le mécénat, parce que c'est un développement du mécénat qui nous propose. Voilà. Vous voulez réagir, Madame Marceau ? Non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Il y a des gens qui veulent réagir à ce que Madame a dit. Oui, alors moi, je voulais
on vend des prestations. Sur les prestations, on vend des frais de fonctionnement. En fait, ça nous permet, dès qu'on va avoir des employés, moi dans le bureau, personne n'est capable de faire des fiches de paie. Il faut un logiciel, il faut tel truc. Donc il faut un administrateur, donc c'est de l'argent, donc il faut un comptable. Donc à un moment donné, il faut faire rentrer de l'argent régulièrement pour payer tout ce petit monde-là. Et ensuite, grâce à ces comptables et notre bilan de compta et nos exercices, on va pouvoir faire nos demandes de subvention. Sinon, on ne peut pas les faire parce que nous, on n'est pas formés pour ça. Metteurs en scène, comédiens, réalisateurs, on connaît, mais c'est vraiment pas notre truc. Donc, moi, je fonctionne avec les deux. On m'a demandé des prestations, j'avais pas prévu, je dis bah d'accord, je le fais. Donc je facture de la TVA que je vais rendre à l'État, il n'y a pas de problème, hein, je lui redonnerai sa TVA. Bon, après moi je la récupérerai sur des décors, sur du matériel caméra, sur des trucs comme ça. Mais en attendant, à côté, j'ai des demandes de subvention pour des projets véritablement associatifs. Et tous les projets associatifs, c'est lié aussi à des gens qui n'ont pas toujours les moyens de se payer des trucs. Donc nos salaires ne sont peut-être pas les salaires qu'on rencontrerait dans le théâtre subventionné professionnel ou dans le cinéma, par exemple, pour des chefs opérateurs, etc. Voilà. Pour vous, c'est la bonne combinaison à vente de prestations Ça me paraît indispensable. Maintenant, aujourd'hui, c'est indispensable. Regardez la prostitution, il n'y a pas de case dans le conseil général pour les prostituées. Donc il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Donc résultat, cette personne nous dit, nous on rame quoi, pour aider ces personnes-là. Il y en a peut-être des centaines, des milliers de femmes comme ça, autant peut-être que des personnes handicapées ou que des personnes, je ne sais pas, en situation irrégulière. Pour elles, il n'y a rien, vraiment rien, c'est vrai. Voilà. Nous les autres, on arrive par exemple, moi dans le handicap ou la délinquance ou des trucs comme ça, on arrive à monter des projets et on arrive à vendre des prestations qui vont permettre de payer du personnel pour gérer tous ces trucs-là compliqués. Donc c'est l'évolution un peu obligatoire pour une association, de se tourner vers de l'autofinancement. Moi je propose d'avancer. Oui, alors justement il y avait des questions tout à l'heure, on se demandait est-ce qu'une association peut faire des bénéfices, comment ça se passe et si oui, si oui. Mon collègue me fait signe que je peux continuer, donc je continue. Et si oui, comment ça se passe? Et du coup je me tourne encore vers vous. Par rapport aux impôts, on en a parlé tout à l'heure, vous avez fait une demande auprès des impôts, pourquoi pourquoi vous avez dit, tiens, je vais faire une demande aux impôts, qu'est-ce qui a déclenché ça? Nous, naïvement, voilà, comme je vous disais, on n'a pas fait de prospection, les entreprises sont venues vers nous, donc on continue à faire notre petit chiffre d'affaires qui grimpait au fur et à mesure des années. Et du coup, la pépinière Matisse nous a alerté en disant que voilà, il fallait se poser la question de la fiscalité. Donc voilà, c'est pour vous dire que je n'étais même pas dans l'esprit de l'entreprise ou de la concurrence parce que j'avais pas forcément ça en tête. Donc j'ai fait un DLA auprès de l'ADEL. Donc voilà, un dispositif local d'accompagnement pour vraiment résoudre la question de la fiscalité parce que c'est assez compliqué finalement quand on regarde exactement ce qu'on a le droit de faire ou pas, etc. Et finalement, donc j'ai rempli je me suis rapprochée des impôts pour leur dire qu'on souhaitait mettre à jour notre situation. Et donc j'ai rempli un questionnaire et j'attends la réponse. Ça fait 3 mois. Donc je pense qu'il y a 6 mois de délai. Donc j'attends leur réponse pour savoir si on doit être fiscalisé ou pas. Et si on doit l'être, on le sera. Sachant que de toute façon, on a un organisme de formation, donc on peut être exonéré de la TVA. Ce qui n'empêche pas de payer l'impôt sur les sociétés ou des choses comme ça. Mais voilà, comme certaines structures, on peut être exonéré de la TVA. On va continuer. Monsieur Unterreiner, vous nous avez parlé un peu de la fiscalité, est-ce qu'on peut faire? Je vous passe un micro quand même. Bonsoir à tous. Donc là, c'est la partie où j'interviens pour vous parler de la fiscalité associative et comment ça marche. Donc on va commencer par le principe. Le principe, c'est qu'une association, au départ, normalement, n'est pas soumise aux impôts commerciaux. Pour info, les impôts commerciaux, c'est impôt sur les sociétés, la TVA et la CET, la contribution économique territoriale. Le principe a été fait parce que normalement, donc, les dirigeants dans une association font ce qu'on appelle une gestion désintéressée. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun intérêt dans la gestion de la structure. Et donc, le législateur a fait des lois favorables pour les structures associatives. On a fait en sorte qu'elles ne payent pas les impôts commerciaux. C'est le principe. Ça peut quand même être mis en cause. Alors, dans un premier cas, déjà, si vous avez un dirigeant rémunéré, je passe sur les exceptions parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, on est plutôt sur la vente de prestations, mais votre structure peut être soumise aux impôts commerciaux, voire parfois requalifiée en entreprise. Ça va dépendre du but associatif ou pas.
Le deuxième cas, c'est quand vous vendez des prestations de services. Alors effectivement, à partir du moment où une association vend, donc on peut vendre, première chose, on peut faire des bénéfices, deuxième chose. Ce qui peut se passer par contre, c'est se pose la question de savoir si oui ou non on doit payer des impôts commerciaux là-dessus. En gros, il n'y a que les impôts qui peuvent vous répondre, donc il faut attendre la réponse, ça c'est sûr. Il n'y a que eux qui vous diront oui ou non, vous allez payer des impôts commerciaux, mais pour vous expliquer leur démarche, elle se fait en 3 étapes. La première question, ce qu'ils regardent en premier pour savoir si oui ou non vos associations doivent payer des impôts commerciaux, donc c'est la gestion des intéressés. On regarde si les dirigeants sont bien bénévoles, ce qui est toléré, hein, c'est du remboursement de frais, mais bon, ça on peut passer. Ensuite, ils vont regarder si vos activités, concrètement, ça concurrence le secteur privé. Donc là, par exemple, si on fait une illustration, on va regarder, est-ce qu'une activité de formation, il y a d'autres entreprises qui le font? Clairement, la réponse est oui. Mais c'est pas parce que la réponse est oui à cette question qu'automatiquement vous serez soumis aux impôts commerciaux. Les impôts vont avoir une 3e étape où ils vont regarder les conditions dans lesquelles vous concurrencez le secteur privé. Vous en avez peut-être entendu parler, la règle des 4P. Ils vont regarder le public que vous visez, le produit que vous vendez, les prix que vous pratiquez et si vous faites de la publicité. Et en gros, si je concurrence une entreprise dans les mêmes conditions qu'une autre entreprise, à ce moment-là, je serai fiscalisé. Mais une association, elle peut se distinguer sur plusieurs choses, notamment sur le public. Une structure associative qui va proposer à bas prix des formations en visant un public spécifique, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des personnes en difficulté économique, elle va se distinguer par rapport à une entreprise. Donc, vous le disiez tout à l'heure, oui, c'est pas logique de concurrencer une entreprise et de ne pas payer les impôts commerciaux, c'est juste, mais une structure associative qui concurrence une entreprise dans les mêmes conditions qu'une entreprise va payer les mêmes impôts. Alors après, pour éclaircir aussi un autre point, parce que souvent j'entends ça, parce qu'on reçoit des associations en conseil, et souvent on entend, il y a une franchise de 60 000 euros. Si on ne fait pas plus de 60 000 euros de prestations, on est exonéré d'impôts. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Cette franchise, elle n'existe, on parle de franchise des activités lucratives accessoires. Ça veut dire qu'il faut que dans vos structures, il y ait 2 types de prestations. Des prestations gratuites et des prestations lucratives. Et à ce moment-là, cette franchise de 60 000 euros peut fonctionner. Mais au départ, on vous dit, vous payez les impôts commerciaux, d'accord, mais comme vous avez des activités non lucratives, que vous ne vendez pas plus de 60 000 euros et que vos activités non lucratives sont largement supérieures, à ce moment-là, on va tolérer que vous soyez exonéré d'impôts. Mais c'est une exonération, c'est au départ, vous concurrencez une entreprise, on sait que vous devez payer les impôts commerciaux, il y a une exonération fiscale là-dessus. La franchise des 60 000 euros, ça ne marche pas, c'est pas je vends moins de 60 000 euros, donc je ne paierai pas d'impôts. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est je concurrence une entreprise, dans les mêmes conditions qu'une entreprise, je paierai des impôts commerciaux comme une entreprise. Donc la distorsion de concurrence, finalement, elle n'existe pas. Parce que des associations qui se créent, qui vendent des prestations, mais qui vont se distinguer par le public, par le fait de ne pas faire de publicité, ou de pratiquer des prix très faibles, ou de faire des modulations de prix en fonction des ressources des adhérents, enfin bref, en se distinguant un peu d'une structure entreprise, d'une structure du secteur marchand, dans ces cas-là, elle n'est pas concurrentielle. Elle fait des choses différemment d'une entreprise. Donc moi, si on me demandait mon avis, je trouve que votre structure, elle a un projet associatif qui est plutôt intéressant. Je ne considère pas non plus que vous soyez une entreprise. Maintenant, le fonctionnement est proche. Je suis d'accord, elle fait de la vente de prestations, effectivement, mais il y a une démarche d'autofinancement derrière qui, moi, me paraît intéressante. Au risque de me faire jeter des pierres, je donne mon avis quand même. Sur la procédure, comment on fait? Est-ce qu'il y a un papier à remplir? Alors, la procédure, c'est ça. Donc, il faut contacter les services fiscaux. Vous avez sur le site impôts.gouv.fr, si vous allez sur le site, vous avez un onglet contact et vous avez des personnes qu'on appelle les correspondants associatifs auprès des centres des impôts. Donc, il faut contacter ces personnes-là et ils vont vous transmettre un questionnaire fiscal. Le questionnaire, c'est ce que je vous ai dit. Les questions qu'on vous pose, c'est est-ce que vos dirigeants sont rémunérés? C'est quel type d'activité vous avez? Et si vous faites de la vente, quel prix vous pratiquez, quel public vous visez, est-ce que vous faites de la publicité, etc. Vous remplissez le questionnaire, vous le renvoyez aux impôts, et c'est eux qui vont vous dire vous êtes soumis aux impôts commerciaux ou vous ne l'êtes pas. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ça va impacter effectivement donc, la gestion de votre structure. Il faudra prévoir de l'argent parce qu'on doit payer des impôts commerciaux. Ça impacte également vos ventes de prestations, puisqu'à ce moment-là, il faut faire apparaître de la TVA sur vos factures. Mais est-ce que c'est rétroactif? Parce que si par exemple je vends des biens servis depuis très longtemps et que je fais ma demande juste aujourd'hui, est-ce que je paye des impôts pour les années précédentes ou c'est sur les 3 dernières années. Et juste toujours sur la procédure, et du coup, ça prend combien de temps? C'est long d'avoir la réponse? Tout à l'heure, vous disiez 6 mois, c'est ça? 3 mois. Là, ça fait 3 mois. 3 mois.
Normalement, ouais, ils sont censés vous répondre au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, vous êtes censé avoir une réponse. S'ils vous ont pas répondu, c'est que logiquement, c'est pour vous dire vous n'êtes pas soumis aux impôts commerciaux. Maintenant, j'ai déjà aussi reçu des structures qui ont eu un courrier des impôts 2 ans plus tard en disant bon, on arrive un peu tard, mais on a réanalysé votre dossier, vous êtes soumis aux impôts commerciaux. Là, c'était pas rétroactif pour le coup. Ça, voilà, ça a démarré du jour où ils ont reçu le courrier. Et c'est une démarche obligatoire à faire? C'est volontaire, c'est-à-dire à partir du moment où vous vendez des prestations, j'ai plutôt tendance à vous suggérer de le faire, d'aller voir les impôts. Il vaut toujours mieux savoir qu'on doit payer des impôts commerciaux plutôt que de se retrouver avec un contrôle effectivement et d'avoir un arriéré d'impôts de 3 ans à payer. On va prendre des questions dans le... Oui, c'est en train de bouillir là, dans la salle. Oui, allez-y. Juste la fiscalité, ça peut être sur certaines activités et pas sur d'autres. C'est pas sur l'ensemble de l'activité de la structure. C'est ça enfin... Merci, j'ai oublié un peu mon cerveau à la maison. Mais oui, pour compléter ce que je disais, quand vous avez des activités commerciales, imaginons que vous avez, comme madame, des activités lucratives, des activités non lucratives. Si les impôts vous disent vous êtes soumis aux impôts commerciaux, vous êtes soumis sur la globalité, donc sur la totalité de vos activités, sauf à faire ce qu'on appelle une sectorisation comptable. C'est-à-dire que comptablement parlant, vous allez distinguer vos 2 secteurs, le secteur lucratif, le secteur non lucratif. Ça va faire en sorte de faire échapper le secteur non lucratif aux impôts commerciaux. Les bases de calcul seront différentes. Je pose une question. Est-ce que dans ces cas-là, il faut changer les statuts? Prenez le micro, s'il vous plaît. Est-ce que dans ces cas-là, lorsqu'on doit dissocier les 2 activités au point de vue comptable, est-ce que ça suppose de changer les statuts ou on sort de la loi 1901 Monsieur me dit que... Alors, vous restez une association, c'est simplement une opération comptable à faire. Donc, c'est comptablement, on va distinguer... Voilà, ça ne change rien, on distingue les 2 secteurs. Il y a une autre possibilité pour faire échapper votre secteur non lucratif aux impôts, c'est de faire ce qu'on appelle une scission des activités. Donc, vous allez en fait transférer vos activités lucratives à une autre structure, une entreprise, par exemple. Par rapport à ces déductions d'impôts, donc je voulais juste avoir une clarification de ce que je comprends. Lorsque c'est un don d'un particulier, la déduction elle est faite quand le don est fait à une association reconnue d'utilité publique, mais quand il s'agit d'un mécénat, donc de la part d'une entreprise, toute association peut faire un reçu fiscal qui permet la déduction d'impôt ou pas? Alors, lorsqu'on reçoit un financement privé, est-ce que automatiquement toutes les associations peuvent être un reçu fiscal? Donc d'une entreprise Reconnue d'intérêt général ou d'utilité publique. Ça, c'est des associations qui C'est peuvent pas... émettre... Voilà, effectivement, si vous voulez savoir, c'est pas le sujet de ce soir, mais si vous voulez avoir des informations, c'est pareil. Le centre des impôts qui vous dit si oui ou non vous êtes reconnu d'intérêt général pour pouvoir faire bénéficier vos donateurs de la déduction d'impôt. Il y avait une question complémentaire. C'était juste pour savoir justement si on est reconnu d'intérêt général, donc c'est par les impôts, l'administration fiscale, ce que je veux dire. Et moi aussi je suis un petit peu fatiguée, j'ai perdu mon fil, mais en tout cas c'est pas incompatible avec le fait de payer des impôts commerciaux. C'est ça, c'est la question, parce que par exemple, nous, on est reconnu, notre association, elle a été reconnue là, par l'administration fiscale il y a quelques mois, après plus d'1 an de procédure, comme étant d'intérêt général, donc on peut mettre les films. Mais du coup, a priori, on a peut-être quand même quelques activités qui devraient sans doute être soumises aux impôts. Est-ce que c'est compatible, ou est-ce que le fait qu'on ait été reconnu d'intérêt général fait que du coup, a priori, on n'a pas à faire la demande auprès des impôts sur les impôts commerciaux? Enfin, vous avez compris. Ça fait une très longue question. Si je comprends ce que vous me dites, c'est pour savoir si déjà le fait de vendre, ça va changer votre statut, c'est ça? Parce que le fait de vendre des prestations, ça va changer la reconnaissance d'intérêt général. Ouais, on peut le voir comme ça, c'est dans l'autre sens que je le pose, c'est-à-dire que est-ce que le fait d'avoir été reconnu d'intérêt général, là, il y a genre 3 mois, du coup, ça veut dire oui, qu'on vous interdit de vendre des attend prestations. pour faire une demande de statut fiscal. Est-ce que ça valide le fait qu'a priori, on n'est pas assujetti aux impôts? Voilà. D'accord. En général, ils regardent les deux. Quand vous faites une demande d'intérêt général, ils regardent aussi votre statut fiscal. Normalement, c'est que c'est bon, s'ils vous ont reconnu d'intérêt général. Par contre, pour être reconnu d'intérêt général, les activités lucratives doivent être vraiment minoritaires dans la structure. Mais c'est ça ma question aussi. A priori, si on a été reconnu d'intérêt général, c'est qu'on a quand même un statut qui n'est pas fiscalisé pour le moment.
Normalement, oui. Maintenant, on vous a peut-être oublié sur ce point-là. Il ne faut pas hésiter à poser la question au centre des impôts. C'est toujours pareil, hein. Je ne suis pas du centre des impôts, donc je ne peux pas répondre à vos questions là-dessus. C'est auprès d'eux qu'il faut demander. Donc on va conclure la soirée. Je vous remercie en tout cas je remercie déjà nos intervenantes, Madame Marceau et Madame Carly. Je remercie la salle pour sa participation, qui est très appréciée. Et je remercie la Maison des associations, la DCS, qui était présente ce soir. Donc le prochain débat, la prochaine rencontre du CRIF, donc c'est le 13 novembre. Et donc le sujet sera sur la place des jeunes dans les associations. Juste pour information également, il y a le site du CRIB de Paris qui est sorti et qui est en ligne. Donc vous pouvez vous rendre sur le site et directement vous inscrire. Il y a des actualités aussi qui sont mises en ligne. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site du CRIB de Paris. Et je vous invite maintenant à boire un petit coup pour se rafraîchir. Bonne soirée à tous et merci beaucoup.